Je lui ai alors tout dit, ce que j'ai vécu. C'est bien pire que tous les films d'horreur que j'ai pu voir. Et je peux vous dire que j'en ai vu des films d'horreur. C'était mon genre de film préféré. Je parle des vrais films d'horreur, pas ces films stupides où tout est basé sur le gore. Quoique j'ai aimé les films Hostel et Saw. Mais je m'éloigne du sujet. Ça a commencé un matin. J'étais en train de nettoyer la salle à manger des médecins. Oui, je travaillais comme agent de nettoyage dans une petite clinique spécialisée pour soigner les personnes atteintes d'un problème psychiatrique. J'en ai vu des choses pas très nettes. Le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est cet homme attaché par des sangles à son lit, qui était en plein milieu du couloir devant sa porte de chambre. Quand je suis passé devant sa chambre, j'ai vu des personnes en costume cravate en train de prélever diverses choses dans la pièce, pendant que l'homme attaché avait un énorme sourire. Mais pas un sourire joyeux, plutôt un sourire glacial, diabolique. Ça m'a fait froid dans le dos, et je me suis dépêché de partir. Je ne voulais pas que les personnes en noir me voient. Si j'ai postulé à ce job, c'est pour ma femme. On s'est connus au lycée, et depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Enfin, si, malheureusement. Ma femme était malade. Les médecins ne savaient pas trop ce qu'elle avait, mais on savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Pendant ce court temps, on a passé notre temps à voyager, à essayer de vivre notre vie à fond, à faire l'amour. Bref, lui faire kiffer ces derniers jours. Un soir, je lui ai dit que dès qu'elle partirait dans l'autre monde, je la suivrais de suite. Mais elle m'a fait promettre de ne pas la suivre, qu'elle m'attendrait et que plus je viendrais la rejoindre tard, plus elle serait heureuse. Et j'ai essayé de négocier, mais j'ai fini par lui promettre. Puis, un matin, je me suis levé pour préparer le petit déjeuner, et elle n'est jamais descendue. Donc, après plusieurs mois de dépression, j'ai fini par tenir ma promesse. J'ai cherché du boulot, et le seul que j'ai pu trouver, c'est ce poste à l'hôpital. J'ai dû signer un document disant que je ne devais en aucun cas révéler à qui que ce soit ce que je verrais, ni les noms des patients ou des médecins. Je ne devais rien révéler. Quand j'ai signé, je me disais que c'était fou. Tout ça rien que pour un poste comme celui-là. Mais j'avais encore rien vu. Quand je prenais mon service, je devais obligatoirement aller dans une petite pièce et mettre mon téléphone et tous mes objets dans un petit coffre-fort dont le code changeait chaque jour. Ensuite, je devais me déshabiller entièrement et mettre à la place de mes vêtements la tenue de travail, une combinaison moulante, une pièce sans poche. Puis, enfin, je devais passer par les détecteurs de métaux. C'était complètement fou. J'avais l'impression de travailler pour une agence gouvernementale. Maintenant que j'y pense, il y a un truc étrange dont je n'avais jamais pensé. Et je n'ai jamais vu le moindre visiteur, et jamais vu une famille rendre visite à un patient. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ou alors, je faisais peut-être exprès de ne rien voir parce que j'étais content d'avoir trouvé ce job, qui était très bien payé en plus. Ça faisait 3 mois que je travaillais dans cet hôpital, quand une des infirmières est venue me voir à ma pause. Une très jolie femme, qui n'arrêtait pas de me lancer des sourires quand on se croisait dans les couloirs. Elle est venue s'asseoir à côté de moi, et m'a demandé comment j'allais. Bref, les discussions habituelles de collègues. Puis elle m'a dit une phrase. « Si tu veux revoir Naïma, viens me voir ce soir dans la salle de conférence. » Puis, elle s'est levée sans que j'aie pu dire quoi que ce soit. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait dit cette phrase en plein milieu d'une conversation banale. On parlait de salaire. Réentendre son prénom m'a fait un drôle d'effet. Je savais que c'était impossible, qu'elle n'était plus de ce monde. Mais, au fond de moi, j'avais un espoir. J'y suis donc allé. Quand je suis arrivé devant la porte, et j'ai hésité un moment avant d'ouvrir. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'avais peur. Puis, j'ai finalement fini par ouvrir. Et à l'intérieur, il y avait 2 hommes en costume noir, ainsi qu'un des médecins qui m'a fait un grand sourire. Les 2 hommes ne m'ont rien dit. Ils se sont contentés de me regarder avec leurs lunettes noires. J'ai cherché des yeux l'infirmière, que je n'ai pas vue, évidemment. Le médecin s'est levé et m'a serré la main, puis m'a dit de m'asseoir. La salle était plutôt grande, et était construite comme une salle de cinéma. Plusieurs fauteuils face à un écran géant. Le médecin m'a conduit au milieu des fauteuils et m'a dit de m'asseoir et qu'on allait d'abord regarder un petit film avant de discuter.
J'ai essayé de poser des questions, mais un des hommes en costume m'a fait signe de me taire et de m'asseoir. Et je n'ai pas osé le contredire, et je me suis exécuté. Les lumières de la salle se sont éteintes, et le projecteur a éclairé l'écran. Puis, quelques secondes après, j'ai vu ma femme sur l'écran. C'était des morceaux de sa vie, notre rencontre, notre premier baiser, une de nos balades main dans la main, même quelques-uns de nos ébats. Comment c'était possible? On n'a jamais filmé la moindre de ces images. Alors que je me posais des questions, essayant de ne pas pleurer en voyant ces images, l'ambiance de la vidéo a changé. Naïma était debout, seule, devant son miroir, des larmes aux yeux. Elle a dit une phrase. « J'ai froid, j'ai mal, viens me rejoindre, et j'ai peur toute seule ici. » Puis, les lumières se sont rallumées, et l'écran s'est éteint. J'avais énormément de questions en tête, mais quand je me suis retourné, le médecin n'était plus là. Ni d'ailleurs les hommes en costume. J'ai appelé à haute voix, mais aucune réponse. C'était quoi ce bordel? Je me suis levé, puis je suis parti en direction de la sortie quand les lumières se sont rééteintes. Puis l'écran s'est allumé. Cette fois, j'y voyais Naïma, dans un fauteuil à bascule, dans le noir. Mais un noir total. On ne voyait que Naïma et le fauteuil. Elle était de dos, mais je savais que c'était elle. Elle a dit ces mots. J'ai peur. Viens me chercher. Puis, plusieurs formes étranges se sont regroupées autour d'elle, puis elle a disparu. Je ne comprenais pas ce que tout ça signifiait. Est-ce que Naïma, là où elle est, était en danger? Rien qu'à cette pensée, j'avais envie d'aller la rejoindre et de la sauver. Les lumières sont rallumées, et cette fois, les deux hommes en costume étaient là, devant la porte d'entrée. Ils m'ont fait un signe de tête, me disant d'ouvrir la porte. Ce que j'ai fait. Et là, j'étais complètement surpris. Ce n'était plus le couloir dont on venait, mais un endroit semblable à un laboratoire. C'était une grande pièce, avec des appareils étranges et compliqués. Le médecin était installé à une table dans un coin de la pièce, et sur la table se trouvait une petite boîte en métal. Il m'a fait signe de le rejoindre, ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé à lui, je lui ai demandé comment il a vu les images de Naïma. Il m'a regardé, puis m'a souri, mais ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de pousser la boîte vers moi. Il m'a dit que cette chose à l'intérieur était unique au monde, et que grâce à elle, je pourrais accéder à un monde spécial. Quand je lui ai demandé lequel, et si c'était une sorte de nouvelle drogue, il m'a souri et m'a dit que non, et que le monde en question était l'autre monde, celui où nos défunts sont. Ça en était trop. D'abord les images monstrueuses de Naïma dans une sorte de monde alternatif, puis maintenant ce médecin qui me prenait pour un con. Je me suis levé, puis j'ai voulu partir quand le médecin a repris la parole. Il m'a demandé si je n'avais jamais promis à Naïma d'être à ses côtés. Je lui ai demandé en guise de réponse comment elle était au courant pour ça, et comment elle a vu toutes les images de ma femme. Le médecin s'est alors levé, et est sorti de la pièce. Je lui ai hurlé dessus, de me dire comment, mais aucune réponse. Ensuite, le souvenir que j'ai de cette scène, c'est le contact sur mes épaules des deux mains des hommes en costume, puis une brûlure au niveau de mon cou, puis plus rien. Le bruit, assourdissant, les chuchotements dans ma tête, envie de vomir, mal partout, le cœur qui s'emballe, mes membres qui tremblent. Voilà mon réveil quelques heures plus tard chez moi. C'est fou. J'avais l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. Un rêve horrible, où Naïma n'était plus de ce monde. Mais elle était là à côté de moi, endormie. Je me suis tourné vers elle pour la prendre dans mes bras. Au même instant, elle s'est comme évaporée dans un nuage d'ombre. Puis, la porte de la chambre s'est ouverte, et Naïma est entrée avec un grand sourire et une tasse de café. Elle m'a rejoint sur le lit. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il s'était passé, mais j'ai vite conclu à la fin de mon mauvais rêve. Naïma avait un grand sourire étrange. Elle me parlait, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Puis, elle s'est approchée de moi pour m'embrasser, mais encore une fois, elle s'est évaporée, puis plus rien. Tout était noir. Mais pas comme il fait nuit, non. Noir. Vraiment. C'était comme si j'étais nulle part. Il n'y avait rien. Je sentais le sol sous mes pieds, mais je ne le voyais pas. De la buée sortait de ma bouche. J'ai commencé à marcher doucement, au bout de quelques secondes, et j'ai entendu un petit grincement derrière moi. Je me suis retourné, et j'ai vu un homme sur un vélo, mais il était immobile. Le vélo n'était pas posé sur un pied, non. L'homme avait ses pieds sur les pédales, mais le vélo était immobile.
bien droit, et il ne bougeait pas. Cette vision était un peu spéciale, mais j'ai décidé de ne pas y prêter attention, et j'ai repris la marche vers je ne sais où. Le grincement avait repris, je me suis donc retourné cette fois. L'homme et le vélo étaient à l'envers, mais il roulait doucement vers moi. Il avançait vers moi, et dans une ligne bien droite. Il s'est arrêté à une dizaine de mètres de moi, mais il continuait de regarder de l'autre côté. Je ne pouvais pas voir son visage. Je l'ai donc appelé, mais ma voix résonnait, et rien n'était compréhensible. Je me suis donc approché doucement de lui, puis il avançait en même temps que moi. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je me suis retourné. C'est à ce moment que j'ai vu un homme face à moi, juste à quelques centimètres de mon visage. Son visage, il semblait atteint de folie. Il s'est pris la tête entre ses mains et a poussé un hurlement, mais aucun son n'est sorti. Il a ensuite levé un bras qui maintenant tenait un couteau et a voulu me planter. Mais au même moment, il s'est comme évaporé et s'est retrouvé un peu plus loin, accroupi et tremblant, comme s'il pleurait. Une sorte de créature horrible était debout derrière lui, une sorte de truc gluant, mais à la place du visage, seulement une trompe qui était collée à la tête de l'homme. L'homme a levé la tête vers moi, ses yeux étaient blancs. Puis, il s'était évaporé, et d'un coup, tout est redevenu bien clair. Et j'ai ouvert les yeux, et j'étais dans une sorte de lit d'hôpital, des médecins à mes côtés qui prenaient des notes et des photos. Je ne comprenais plus rien. Puis, j'ai revu le médecin qui m'avait parlé avant, je ne sais plus quand. Il s'est rapproché de moi, puis m'a planté une seringue dans le bras, et m'a injecté un liquide rouge. Tout redevenait flou, mon cœur semblait ralentir, puis encore une fois, le trou noir. Il y avait une femme en blouse d'infirmière. Je lui ai alors tout dit, ce que j'ai vécu. C'est bien pire que tous les films d'horreur que j'ai pu voir. Et je peux vous dire que j'en ai vu des films d'horreur. C'était mon genre de film préféré. Ce document audio a été retrouvé près d'un corps sans vie, à proximité d'un hôpital psychiatrique. L'homme était un des patients de l'hôpital. L'homme répète en boucle encore et encore les mêmes choses. Il était atteint d'un trouble de double personnalité, et il pensait être employé dans la clinique. D'après les enquêtes menées dans la clinique, aucun laboratoire secret n'a été retrouvé. Quand j'étais petit, nous avions une Wii à la maison, et je me rappelle avoir passé des après-midi entières à y jouer. Il y avait cependant un jeu qui m'a plus marqué que les autres. Un jeu qui en apparence me semblait inoffensif. Un jeu qui, encore aujourd'hui, hante mes cauchemars. Pour comprendre, il faut remonter à loin, très loin, à l'époque de mes 9 ans. Ce jour-là, je venais de terminer Super Mario Galaxy 2. Je m'en souviens comme d'un excellent jeu, et si je n'étais pas mécontent de l'avoir achevé, je ressentais surtout un grand vide. Le genre de grand vide qui vous pèse sur le cœur quand vous savez que jamais vous ne retomberez sur un chef-d'œuvre pareil. Mais le soir même, ma mère est rentrée du travail avec une boîte rectangulaire dont la vue a fait s'arquer mes sourcils. C'était un jeu Wii. Elle me l'a présenté, et lorsque j'ai vu la jaquette, j'ai regardé ma génitrice avec un air circonspect. Oui Tommy, je sais, ce genre de jeu n'est peut-être pas de ton âge, mais une de mes collègues au boulot avait ce jeu qui traînait dans ses étagères, et plutôt que de le jeter, elle a préféré me le donner en pensant qu'il pourrait te plaire. Rien ne t'oblige à y jouer, mais tu sais qu'il est là si tu as envie de le prendre. À la fois incrédule et surpris, j'ai saisi Dora et la princesse des neiges, et ma mère m'a adressé un sourire avant de filer dans la cuisine. J'ai soupiré, et avec un haussement d'épaule, je l'ai rangé dans mon étagère à jeux. Après tout, elle avait raison, je ne perdais rien à le garder. Ça ajouterait toujours un jeu à ma collection déjà bien étoffée. Le lendemain, après une matinée épuisante à faire un devoir d'anglais barbant, je suis descendu à la cuisine pour manger. Et tout le long du repas, mon œil était curieusement attiré par la pochette blanche qui dépassait légèrement de mon étagère, comme si elle m'appelait. Sur le coup, je n'ai pas percuté que quelque chose d'étrange était potentiellement en train de se produire, et j'ai terminé mon repas avant de courir vers ma console. Mais là encore, j'avais beau me dire que je ferais mieux de refaire certains de mes jeux plutôt que de redescendre au stade de bébé et jouer à Dora la princesse des neiges, mon œil revenait irrémédiablement vers la jaquette dépassant légèrement de la rangée lorsqu'il parcourait l'étagère. Avec un soupir, je l'ai saisi, ouvert, et inséré le disque dans la console. Après tout, si le jeu était barbant, je le saurais dès la première minute et je le changerais. Ça ne me coûtait rien d'essayer, et si mes attentes inexistantes étaient fondées, eh bien tant pis, on ne pourrait rien me reprocher.
l'écran s'est allumé sur Dora, souriante, habillée façon Esquimau, et j'ai sélectionné Nouvelle partie. J'ignorais à l'époque si c'était dû à un bug ou si toutes les versions du jeu commençaient ainsi, mais après ma sélection, il y a eu un fondu au noir sur une vaste étendue de neige, et tout au fond du paysage, devant sur une souche d'arbre, une petite silhouette semblait pencher sur quelque chose dont on aurait dit qu'elle arrachait les morceaux. Mais la cinématique n'a pas duré longtemps, et après un nouveau fondu, Dora est apparue à l'écran. Avec son grand sourire niais, elle a dit « Oh non, Shipper le renard a emmené la princesse des neiges avec lui, veux-tu m'aider à la retrouver ?» Deux options sont alors apparues à l'écran, oui et non. Sur le coup, j'ai trouvé ça amusant de pouvoir choisir non dans un jeu aussi enfantin, mais je me doutais que peu importe mon choix, je serais forcé d'aider Dora à aller sauver la princesse. Curieux, j'ai donc appuyé sur non. Aussitôt, l'écran s'est assombri, et Dora a fermé les yeux. À nouveau, sa voix s'est fait entendre. « Tu ne veux donc pas m'aider à sauver mon ami Shipper ? Il va lui faire du mal, tu sais. Mais bon, d'accord, c'est toi qui choisis. » Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était bien la première fois que Dora l'exploratrice abandonnait l'une de ses missions, aussi niaise soit-elle. Agréablement surpris, j'ai appuyé sur A pour voir la suite du dialogue. L'écran a retrouvé sa teinte originale, et Dora, rouvrant les yeux, a de nouveau parlé. « Nous allons donc rentrer chez moi. Pourrais-tu m'indiquer ma maison s'il te plaît ?» Une flèche bleue est alors apparue à l'écran, devant le paysage enneigé où la maison de la jeune fille était bien visible. Avant de cliquer, j'ai tout de même voulu faire ce que n'importe quel enfant de mon âge aurait fait devant un épisode de Dora ou un jeu tel que celui-ci, amusé par le fait que les développeurs de ce jeu, tout comme le réalisateur du dessin animé, semblaient prendre leur public pour des imbéciles. Derrière toi, connasse. Sans attendre de réponse particulière, j'ai alors tenté de bouger la flèche bleue, mais elle était comme bloquée. Peu à peu, de la glace l'a recouverte, la figeant sur l'écran. À nouveau, l'écran s'est assombri, et Dora a fermé les yeux. Elle a parlé, mais avec une autre voix, caverneuse, sombre, éraillée et terrifiante. Pourquoi personne ne me prend jamais au sérieux? Pourquoi je suis toujours condamné à ça? La petite fille gentille, débile. Babouche, Vera, mes amis. Ils ont tous payé le prix de leur irrespect. Et toi? D'un coup, les yeux de Dora se sont rouverts et un frisson de terreur m'a parcouru le corps. Ses pupilles étaient devenues de billes noires dans ses orbites, et sa peau blanchissait à vue d'œil. Quant au sourire qu'elle affichait, il s'agrandissait de seconde en seconde en deux taillades horizontales et écarlates, partant des commissures jusqu'à ses joues, lui offrant un sourire de l'ange qui, encore aujourd'hui, revient me hanter dès que je ferme les yeux. Elle a penché la tête sur le côté, et sa voix distordue s'est fait entendre de nouveau. Viens. Viens nous rejoindre. Viens. Toi aussi, tu finiras comme eux. D'un coup, l'écran a changé. J'étais en vue à la première personne, dans une pièce au mur de pierre, entourée de cachots. Effrayé, j'ai malgré tout tourné mon personnage vers celui de droite. Mal m'en a pris. À l'intérieur, un renard qu'on avait bâillonné avec son propre bandeau bleu, et dont les bras et jambes, cloués sur le mur, formaient une croix parfaite avec le reste de son corps. Ses tripes étaient répandues sur le sol, et je pouvais malgré tout entendre répéter d'une voix étouffée, derrière son entrave, encore et encore. « Vous ne m'attraperez jamais. Vous ne m'attraperez jamais. 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 Oh mince, vous m'avez attrapé. » Dégoûté, j'ai tourné la vision de mon personnage du côté opposé, mais ce que j'y ai vu dépassait toute l'horreur de la scène à laquelle je venais d'être témoin. La princesse des neiges était là, nue derrière les barreaux, en train de se masturber frénétiquement avec l'un de ses yeux arrachés, qu'elle enfonçait par à coups dans la cavité tuméfiée et bordée d'engelures qu'elle avait entre les cuisses. En relevant les yeux, j'ai également constaté que sa mâchoire inférieure avait été arrachée et que sa langue pendait mollement, faisant dégouliner des filets de bave sur son ventre décharné. À ce moment-là, j'aurais dû poser la manette et détruire ce jeu maudit. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose m'incitait à continuer, quelque chose de plus puissant que moi. Alors, je me suis retourné en réprimant un Hulker, et j'ai constaté que si tout à l'heure, il n'y avait rien sur le mur en face de moi, il s'y trouvait maintenant une large porte en bois. J'ai avancé vers celle-ci, et elle s'est ouverte d'elle-même, révélant une petite pièce au mur couvert d'une substance verte. Dora était là, penchée sur une enclume, en face d'une cheminée, en train de faire des mouvements frénétiques, à la manière de ce que j'avais vu dans la scène d'introduction. Je me suis approché, et j'ai constaté avec horreur que c'était Babouche qui se tenait sur l'enclume, les yeux arrachés et les lèvres cousues. Dora était en train de le démembrer morceau par morceau avec une joie folle, et le petit singe, plutôt que de hurler de douleur, semblait presque jubiler, poussant des petits cris qui, quand j'y repense aujourd'hui, s'apparentaient à des jouissements profonds. Après quelques secondes, Dora s'est arrêtée et s'est tournée vers moi, le regard fou et le sourire maladif. Elle avait un couteau dans la main droite. Quand elle a ouvert la bouche, je savais que ce ne serait pas pour me demander si je voyais les flammes derrière elle.
Tu sais depuis combien de temps j'existe? Depuis combien de temps j'aurais dû grandir? Depuis combien de temps je devrais être considéré comme une adulte? Je veux qu'on me respecte. Je veux travailler. Je veux aller faire mes courses. Je veux me faire baiser. Eux, ils ne s'en rendent pas compte. Alors je fais en sorte qu'ils ressentent enfin ce qu'ils devraient ressentir. Qu'ils sachent qu'autre chose existe, en dehors de ce paradis artificiel et enfantin. À ce mot, Dora s'est retournée vers Babouche et brandit son couteau et l'a enfoncé dans l'orifice anal de son ami. Aussitôt, il a hurlé de plaisir et de douleur mêlée, et la jeune fille a entamé des va-et-vient dont l'intensité a augmenté à mesure que les cris du petit singe diminuaient. Finalement, il s'y tua à jamais, et Dora a levé son couteau ensanglanté vers moi. Rejoins-nous, Tommy. Rejoins-nous dans la jouissance éternelle. Et la mort, peux-tu m'indiquer où est le couteau? Pris d'une soudaine lubie, j'ai envoyé ma manette en plein sur l'écran, pile là où se situait le couteau. Et dès que l'objet a touché la télévision, les plombs ont sauté. Suite à cet événement, j'ai brûlé ce jeu maudit, et je n'ai plus touché à ma console. À part les cauchemars, je pensais en avoir terminé avec cette histoire, vous voyez. Je pensais que c'était derrière moi. Mais si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'hier, le facteur m'a remis un colis que je n'attendais pas. Un colis qui contenait une pochette de jeu à la jaquette bien trop familière, sur laquelle quelqu'un avait marqué au feutre noir. Où est le couteau, Tommy? Michael s'assit sur le banc, vérifiant sa montre alors que sa jambe tapait nerveusement le sol. Le bus était en retard aujourd'hui. Ce n'était pas bon pour lui. Il devait faire bonne impression lors de cet entretien. Ce travail pourrait être un formidable tremplin dans sa carrière. Il devait l'obtenir. Et si le bus ne se dépêchait pas, il ne l'aurait pas. Allez, allez, dépêche-toi! Une voiture passait presque toutes les secondes, mais pas encore de bus. Il tremblait, juste un peu, mais il était inquiet. Il regarda à ses côtés et vit un homme plus âgé, assis sur le banc à côté de lui, un chapeau haute forme couvrant ses yeux, alors qu'il ronflait doucement. Michael soupira, reportant son attention sur la route où il attendait l'arrivée du bus. Si seulement il pouvait être comme ce type, dormir profondément sans se soucier du monde. L'homme avait l'air assez vieux. Il est probablement à la retraite depuis des années maintenant, et profite simplement de la vie, sans stress. Il faudrait des années avant que Michael atteigne ce niveau. Bon sang, il n'avait que le bac depuis 3 mois maintenant. Sa vie ne faisait que commencer. Son cœur fit un bond lorsqu'il vit le bus au coin de la rue, et il se leva d'un bond pour être prêt à monter dedans. Il se tourna vers le vieil homme, se demandant s'il devait le réveiller maintenant que le bus était là. Ce n'était que la bonne chose à faire. Peut-être que ce monsieur essayait aussi d'aller à un rendez-vous, et le laisser là ne serait pas très gentil. Michael s'éloigna du bus, donnant un coup de coude au vieil homme. « Hé, le bus vient d'arriver !» dit-il. La tête de l'homme était relevée, ses yeux écarquillés, alors qu'il ravalait un ronflement. Il regarda autour de lui pendant 1 minute, puis ses yeux se fixèrent sur Michael. 200 274. Quoi? 200 273, 200 272, 200 271, 200 000... Michael essaya à nouveau de parler, bousculant un peu le vieil homme. Allez, le bus est là. C'est ce que vous attendiez, n'est-ce pas? 200 268, 200 267, 200 000... Michael roula des yeux, s'éloigna et monta dans le bus. Peu importe. Parfois les drogués ont juste besoin d'être seuls, je suppose. Il attrapa le rail du plafond et se prépara tandis que le bus avançait. En route pour obtenir ce qui, espérons-le, serait une bonne nouvelle. Il ne sentait presque plus ses pieds, tellement il était nerveux. Il comprit que ce n'est qu'après l'entretien qu'il serait à nouveau capable de se sentir bien. Eh bien, monsieur Sanchez, je dois dire que j'ai été très impressionné par vous jusqu'à présent. L'homme se leva de derrière le bureau et étendit le bras, que Michael prit. Laissez-moi revoir votre CV et celui de monsieur White, et je vous appellerai d'ici la fin de la semaine pour vous donner des nouvelles. Merci, monsieur Vanière, dit Michael. Il était rayonnant. L'anxiété ne s'était pas calmée comme il l'avait imaginé, mais il avait fait de son mieux, et c'était tout ce qui comptait. Tout dépendait désormais du destin. Il quitta le bureau de Wagner et monta dans l'ascenseur pour le ramener dans la rue. Il rentrerait directement chez lui et mettrait un hamburger sur la cuisinière pour le dîner. Un bon assaisonnement pour steak donne un goût gastronomique même aux hamburgers surgelés les moins chers.
Peut-être que si Wagner le rappelait et lui disait qu'il avait obtenu le poste, il sortirait et fêterait ça avec un vrai steak. Il descendit précipitamment du bus, puis, plus il pensait à la nourriture, plus son estomac grondait. Il pouvait déjà presque sentir le goût de ce hamburger. L'homme était là, celui de ce matin, qui était ivre ou défoncé. Il était toujours là. Dois-je... Michael s'interrompit, chassant cette pensée. Non, il valait mieux avancer. Avancer. 155 003, 155 002, 155 001, 150... Avait-il compté toute la journée, juste assis là à débuter des chiffres? Michael se moqua. Eh bien oui, je vais le laisser se débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin d'aider un toxico. Il passa devant l'homme sur le banc au moment où il arrivait à 154 988. Michael s'est réveillé le lendemain matin au son de la sonnerie de son téléphone. Il gémit, ayant l'impression de s'être à peine endormi. Il chercha le téléphone à tâtons et le saisit après quelques instants. Sans regarder l'identification de l'appelant, il glissa pour répondre et commença à parler d'un air groggy dans le micro. Allô? Est-ce Michael Sanchez? Il se leva brusquement dans son lit en reconnaissant la voix de Monsieur Wagner. Oui, c'est lui. Monsieur Sanchez, je suis très heureux de vous informer que nous vous attendrons ici au bureau jeudi matin. Pouvez-vous prendre cet engagement? Le cœur de Michael fit un bond, un immense sourire traversant son visage. Aujourd'hui, c'est mardi. Oui, monsieur. Ouais, je pense que je peux être là jeudi, absolument. Très bien. J'ai hâte de travailler avec vous. Oui, merci monsieur. Merci beaucoup. Au revoir maintenant. Au revoir. Wagner a raccroché, et Michael s'est penché en arrière de son lit, en secouant les poings en guise de célébration. Oui, super, j'ai réussi! Il regarda son téléphone. Il était midi passé. Eh bien, il n'était sûrement pas trop tôt pour que le Texas Roadhouse serve des steaks en ce moment. Oui, il était conscient que ce n'était pas vraiment un endroit gastronomique pour acheter un steak, mais cela lui mettait néanmoins l'eau à la bouche. Je vais me doucher. Il sauta du lit, sautillant joyeusement, jusqu'à sa douche et ouvrant l'eau. Après un bon, long et chaud rinçage, il sortit pour s'habiller. Il souriait tout le temps, enfilant ses baskets et remettant son téléphone dans sa poche alors qu'il sortait de son appartement. Il descendit les escaliers en direction de la rue, sortant dans l'air chaud, mais vif autour de lui. Ah super! Aujourd'hui c'est vraiment une bonne journée. Son sourire s'effaça un peu lorsqu'il regarda vers le banc du bus. Cet homme, il était toujours là, juste assis là, regardant le ciel d'un air absent. Les sourcils levés, Michael se dirigea vers lui et commença lentement à entendre des chiffres. 75 652, 75 651, 75 650. Michael se moqua encore une fois de l'homme, quelque peu gêné par cela. Il ne savait pas vraiment pourquoi. Cela ne devrait pas lui importer si un vieux sans-abri voulait passer son temps à dire des chiffres toute la journée. Mais le fait qu'il soit passé de quoi 200 000 ou peu importe hier matin à celui-ci maintenant, quelque chose à ce sujet l'a juste mis un peu mal à l'aise. Cet idiot perdait sa vie à compter. Il ne devrait pas passer autant de temps à énoncer des chiffres. Eh monsieur, pourquoi comptez-vous? A demandé Michael. Le vieil homme continuait simplement à regarder le ciel, débitant des chiffres. 75 607, 75 606. Eh, je te parle. Il attrapa l'épaule de l'homme et le secoua un peu. ¿Entiendes español? ¿Necesitas ayuda, señor? 75 601, 75 600. Il le secoua encore. Mais allez, pourquoi comptez-vous comme ça? Hé! Michael se retourna pour voir un homme, grand et costaud, se tenant derrière lui. Quoi? Que se passe-t-il? Rien? Pourquoi crées-tu après ce type? Pour rien. Il y a forcément une raison. Il n'arrête tout simplement pas de compter. Et donc? C'est votre problème? Ok, je vais le laisser tranquille. Bien. L'homme avançait et Michael continuait de regarder l'étrange homme à côté de lui. Il restait assis là, à regarder le ciel. Il n'avait même pas semblé avoir remarqué que Michael lui criait au visage. Ce type avait-il seulement dormi? Avait-il mangé quelque chose? Pour autant que Michael puisse en juger, il n'avait pas bougé de cet endroit, ni arrêté de compter depuis hier matin. L'idiot allait mourir de soif, de faim, ou de quelque chose du genre, et ce ne serait de la faute de personne d'autre que l'idiot lui-même. C'était juste un clochard. Pourquoi Michael devrait-il s'en soucier? Adios, dit-il en partant pour célébrer son embauche. Michael était au sommet du monde lorsqu'il rentra chez lui cet après-midi-là.
Il a obtenu le poste ce matin-là, ou techniquement l'après-midi, et il a rencontré la plus belle femme du bar ce soir. Il avait obtenu son numéro, qu'elle avait soigneusement glissé dans sa main. Je suis le roi du monde. Personne ne me dira le contraire. Sinon, A déclaré un passant. Oh, va te faire foutre. Au bout d'un moment, il reprit son sourire d'ivrogne, embrassant le petit bout de papier qu'il tenait dans ses mains. C'était un joli numéro, un vrai, joli et magnifique numéro qu'il avait juste là. Un numéro magnifique d'une fille magnifique. Au moins, il espérait qu'elle était magnifique. Elle était peut-être hideuse, et l'alcool lui faisait croire qu'elle était sublime. Quoi qu'il en soit, il était juste content d'avoir un rendez-vous ce week-end, et tout cela, grâce à ce numéro, juste ici. En parlant de chiffres, il passa à nouveau devant le compteur. 49 962, 49 961, 49 960. Michael rit. Peut-être que je te rejoindrai en comptant, mec. Tu es sur quel chiffre? 40? 40 950? 55? L'homme se contenta de regarder le ciel sombre, sans accorder à Michael le moindre instant d'importance. Peu importe, mec. Je te verrai demain, hein. Il passa devant lui, souriant, alors qu'il entra dans son appartement et commença à monter les escaliers jusqu'à sa chambre. Il ne s'est même pas donné le temps d'enlever ses chaussures avant de s'endormir complètement dans son lit. Michael s'est réveillé le lendemain matin avec un horrible mal de tête. Il se tournait et se retournait dans le lit, essayant désespérément de trouver une position qui ferait disparaître ce mal horrible, mais échouait inévitablement. Il gémit en sortant du lit, serrant les dents, alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain pour sortir les analgésiques. Tylenol, Marmonna-t-il, en retirant la cartouche de médicaments. Il ouvrit le couvercle, en sortit quelques pilules et but dans l'évier. Une gorgée d'eau en bouche, il mit les pilules et les avala. je dois me rappeler de ne pas boire autant. Il bâilla, vérifiant les notifications sur son téléphone, avant d'enfouir son visage dans son oreiller. Il se tourna pour regarder par la fenêtre, grognant et gémissant. Peut-être qu'un peu d'air frais serait agréable. Se demanda-t-il. Il poussa un profond soupir. Il se leva pour enfiler des vêtements et des chaussures. Il partit, le téléphone dans une poche et les clés dans l'autre. Il faisait inhabituellement froid lorsqu'il sortit. Il était sur le point de se retourner pour attraper sa veste lorsqu'il revit l'homme. Il était toujours assis là, regardant fixement le ciel, tout en continuant à marmonner des chiffres à haute voix. Ce type, quel fou. Il commença à marcher vers le banc, se demandant ce qu'il faisait. Pourquoi? Pourquoi s'en souciait-il autant? Si l'homme ne s'était pas arrêté pour manger, boire ou dormir, pourquoi s'en soucierait-il? Ce n'était pas sa santé qui était en danger, c'était celle de cet idiot. Peut-être que ça le dérangeait simplement que la santé de ce gars soit en danger. Il n'avait pas bougé de cet endroit depuis des jours maintenant. Hé, le mec qui compte, tu veux de la nourriture? J'ai de la nourriture dans mon appartement à l'étage. Si tu viens avec moi, je t'en donnerai. 145, 144. Hé, mec, je te parle. Tu as faim? Tu es assis là à compter depuis des jours. Allez, j'ai de la nourriture et de l'eau si tu veux. 129, 128. Ça sert à rien, de toute façon. Tu ne m'écouteras pas, hein. Trop occupé à compter. Compter quoi? Tu comptes sans raison? L'homme bougea brusquement sur son siège, comptant toujours. Il se pencha et sortit quelque chose du sac à ses pieds. Un bout de papier. Il a écrit quelque chose dessus, puis l'a remis à Michael. Pulsation cardiaque? Dit Michael, en regardant le papier d'un air vide. Qu'est-ce que ça veut dire? 70, 69, 68, 67, 66. Hé mec, tu n'as pas besoin de compter. Allez, je te regarde depuis des jours maintenant. Je m'inquiète pour toi. Je suis un gars attentionné, tu sais. 43, 42, 41, 40. Est-ce que tu vas me répondre un jour? L'homme se releva brusquement. Il se retourna, les yeux écarquillés, alors qu'il continuait à débiter des chiffres. 34, 33, 32, 31, 30. Très bien. Mec, tu me fais un peu flipper. 26, 25, 24, 23. Allez, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi me regardes-tu comme ça? 18, 17, 16, 15. Et tu ne vas pas dire autre chose que ça? C'est tout simplement la décence humaine normale de répondre quand quelqu'un vous parle. 9, 8, 7, 6. Michael pouvait sentir qu'il transpirait. Sa gorge se serrait, alors que son rythme cardiaque continuait d'augmenter. Il tremblait, sans savoir pourquoi. Mais tout d'un coup, il ne se sentit plus très bien. 4, 3, 2, 1, 0. Il y eut une soudaine douleur dans la poitrine de Michael, et il s'effondra au sol en poussant un cri. Tout le monde dans un rayon de 20 pieds
se pressa soudainement autour de lui. Il sentit quelqu'un lui saisir le poignet. Je ne sens pas de pouls. Que quelqu'un appelle le 911. Cet homme a une crise cardiaque. Michael avait du mal à respirer. Appelez le 911, dépêchez-vous. Michael a vu quelqu'un sortir son téléphone et composer le numéro aussi vite qu'il le pouvait. Il a simplement continué à regarder l'homme qui comptait, qui regardait maintenant la femme qui s'occupait de Michael. Les yeux de l'homme qui comptait plissèrent, comme s'il examinait attentivement la donneuse de soins. Il la regarda de haut en bas, puis se retourna et commença à s'éloigner. 2 143 123. 2 143 122. Michael fixa la femme au sommet de sa poitrine. Un soudain creux dans son estomac se formant, tandis que le monde autour de lui devenait flou et s'assombrissait, réalisant que 2 millions, ce n'était pas tant que ça. Jamais je n'aurais pensé un jour prononcer ces paroles. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tant à dire. Les challenges débiles sur Internet. C'est ça le problème. Les plus jeunes d'entre nous sont pour beaucoup d'entre eux assez influençables par leurs idoles qu'ils voient sur YouTube ou Instagram ou TikTok. Comme le Momo Challenge. Encore ça, c'était plutôt soft. Parce que le pire dans tous ces challenges dangereux, c'était le Blue Wall. Je ne vais pas vous parler de tout ça. Je veux simplement vous mettre en garde. Si vous avez des enfants, si vous êtes jeune ou même curieux, ne faites jamais le Puka Challenge. Je sais que ça a l'air ridicule, mais ce challenge est dangereux. Le Puka viendra réellement. Ma fille l'a invoqué. Elle avait 16 ans. Elle était au lycée. Et elle adorait regarder ce genre de conneries avec ses copines. À cette époque, je ne m'y connaissais vraiment pas. Toutes ces légendes, ces challenges, ces creepypasta. Je n'y prêtais aucune attention. Un jour, Alice est rentrée du lycée avec des yeux tout rouges. Comme si elle avait pleuré pendant longtemps. Je lui ai demandé ce qu'elle avait, si quelqu'un lui avait fait du mal. Mais pour toute réponse, elle m'a envoyé chier. Et elle est montée dans sa chambre en claquant la porte. Je n'ai pas su comment réagir. Sa maman n'étant plus de ce monde depuis ses 8 ans. Je ne m'étais pas remarié, j'étais son seul parent. Et je dois avouer que son âge commençait à me faire peur. La crise d'adolescence, je savais pas comment j'allais la gérer. Je l'ai donc laissé dans sa chambre jusqu'au dîner. J'ai été taper à sa porte pour lui dire que le plat était prêt. Et j'ai eu un choc. Alice était debout sur son lit, figée, en train de regarder le miroir face à son lit. Les yeux retournés, à un point où on ne voyait que le blanc. Ses poignets étaient en sang. Sa bouche aussi. Cette vision m'a terrifié. Je suis resté quelques secondes immobile avant de réagir et de courir la prendre dans mes bras et de l'allonger sur le lit. C'était un des pires moments de ma vie. Ma fille ne revenait pas à elle. J'ai dû lui donner des petites claques en hurlant son prénom. Elle a enfin ouvert les yeux et elle m'a serré dans les bras en pleurant. Je lui ai caressé les cheveux en lui disant que tout allait bien, que j'étais là pour elle, pour l'aider. C'est là qu'elle s'est reculée de moi et elle m'a dit que je ne pourrais pas l'aider, que personne ne le pourrait, que je ne la croirais pas, qu'elle était fichue et qu'elle devait mourir. Je lui ai demandé pourquoi elle disait ça. Et elle m'a répondu que le Puka la harcelait sans arrêt, et depuis au moins une semaine. Et je n'ai pas su quoi répondre. Je ne savais même pas ce que c'était un Puka. Et quand je lui ai demandé, elle s'est remise à pleurer, en me disant que c'était un monstre. Je l'ai consolée comme j'ai pu, puis je l'ai emmenée dans la salle de bain pour nettoyer ses plaies. Par chance, ce n'était pas profond, mais encore une fois, j'ai eu un moment d'hésitation. Ce n'était pas avec un couteau, un rasoir ou un ciseau qu'elle s'était blessée au poignet.
mais avec ses dents. Elle avait voulu se trancher les veines avec ses dents. Je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi cette méthode, et elle m'a répondu que c'était le Puka qui lui avait dit de le faire comme ça. Et que de toute façon, cette chose recommencerait jusqu'à ce qu'elle meure. Je me suis dit, idiotement, qu'elle devait délirer, et que je ne laisserais pas cette chose lui faire du mal. Puis j'ai été la mettre au lit, et je suis resté avec elle à sa demande. Lorsqu'elle s'était enfin endormie, j'ai été boire un verre d'alcool assez fort, tout en regardant par la fenêtre. Ce qu'il venait de se passer m'avait un peu chamboulé. Alors que je regardais par la fenêtre, j'ai cru apercevoir une sorte d'animal sur la pelouse, en train de regarder notre maison. C'était trop gros pour être un chien. Je me suis approché, et j'ai cru voir un bouc. Je n'en revenais pas. Qu'est-ce qu'un bouc faisait dans notre jardin? L'animal est resté sur la pelouse de longues minutes, à fixer du regard notre maison, avant de faire demi-tour et de marcher le long de la route, déserte. J'ai bu le fond de mon verre à sa santé, et j'ai espéré qu'un conducteur ne le percute pas. Le Puka va revenir. Il veut ma mort. Le Puka. Le Puka. Je repensais à ces paroles, et j'étais intrigué. Je me suis dit que ses copines devaient savoir ce qu'était ce Puka. J'ai donc été chercher son portable, et j'ai commencé à chercher. Dans les messages, et je n'ai rien appris, sauf qu'elle avait un petit ami. J'étais à la fois ému et j'avais un peu peur. Ma fille grandissait trop vite. C'est au moment de ranger son téléphone que j'ai voulu voir à quoi ressemblait son copain. J'ai donc ouvert le dossier photo. Je sais que ça ne se fait pas, mais je suis très curieux. Mais étrangement, il n'y avait qu'une seule photo, elle et ses deux amis, autour d'un feu de camp en pleine nuit. Cette photo devait dater de la semaine juste avant celle-ci, car elle était partie chez Samia, sa meilleure amie, et elles avaient prévu de faire de la randonnée. Je n'étais pas rassuré, mais je ne pouvais pas l'empêcher de vivre. Mais ça ne m'expliquait pas pourquoi il n'y avait que cette photo, c'était bizarre. J'ai cherché partout dans ce téléphone, mais il n'y avait rien d'autre. J'ai donc remis le téléphone où il était, puis j'ai été m'installer devant mon PC. Et j'ai tapé Puka. J'ai de suite eu des résultats, mais je comprenais pas trop. J'ai donc parcouru les pages jusqu'à ce que je tombe sur un article intitulé « Accomplissez le Puka Challenge ». Curieux, j'ai cliqué sur l'article. L'article expliquait comment faire ce challenge. D'après eux, pour faire apparaître une créature, qui accorderait un vœu à chacun la réveillant. C'était n'importe quoi. Mais j'ai quand même continué à lire. C'était fort probable que ma fille a fait ce stupide jeu, et qu'elle ait pris peur. D'après le site, il fallait simplement se mettre devant un miroir la nuit, et avoir en main un morceau de papier avec écrit dessus « Puka ». Puis quand 2h du matin sonnerait, il faudrait allumer une bougie, et regarder fixement le miroir pendant au moins 1 minute, puis avaler le papier, ensuite souffler sur la bougie, et normalement, le Puka serait à la place du reflet de celui qui l'a invoqué. Il aurait la forme d'un gobelin ou d'une personne aimée, mais avec des oreilles d'animaux et une queue de cheval. J'ai refermé l'ordinateur, c'était complètement nul, et irréaliste. Bien que je me disais qu'Alice aurait bien pu essayer avec ses copines pour s'amuser. Je n'avais qu'une personne à qui demander s'il connaissait cette créature, du nom de Puka. C'était Nolan, un de mes amis. Il aimait tout ce qui était paranormal, surnaturel, et il collectionnait des tas d'objets et livres sur le monde occulte. Je me disais qu'il pourrait sans doute m'éclairer. J'ai regardé l'heure, il était presque minuit. Mais Nolan ne devait certainement pas dormir. Je savais qu'il aimait rester éveillé tard pour étudier la nuit. Il a été assez rapide à décrocher. Allô Nolan? Comment tu vas? Ça va et toi? Bah pourquoi tu m'appelles si tard? Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas en réalité. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de Puka? Puka? Ouais, j'ai déjà lu des trucs dessus. Pourquoi? Tu ne vas pas me croire, mais il existe un défi pour invoquer cette chose. Les jeunes s'amusent à faire ce challenge, et ils croient que si ce Puka vient, il va leur réaliser un vœu. C'est n'importe quoi. Ils savent plus quoi inventer, et en plus c'est totalement faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Puka n'exauce pas de vœux. C'est pas un génie, c'est une créature assez spéciale, mais je doute que tu veuilles que je te fasse un exposé. Ah si, ça m'intéresse. Dis-moi tout ce que tu sais sur ce Puka. Est-ce qu'il est dangereux? Ouais, enfin, ça dépend des légendes. Certains disent qu'il est bénéfique, d'autres maléfique, mais en aucun cas il exauce des vœux. Mais sur internet,
Ce challenge, je le dis clairement. Faut pas croire tout ce que tu vois sur internet. C'est une créature, la plupart du temps en forme de bouc ou de chien, et elle adore jouer des tours aux humains. Je n'en sais pas énormément dessus, c'est une légende irlandaise, et j'avoue ne pas m'être penché particulièrement sur le sujet. En forme de bouc. Il y avait un bouc sur ma pelouse tout à l'heure. Écoute, tu sais comment faire partir ce démon? C'est pas un démon, c'est une créature. Et non, j'en ai pas la moindre idée. On peut pas l'invoquer normalement, donc ne t'en fais pas. Tu sais, ces choses n'existent probablement pas. Ouais, mais c'est bizarre. Mais pourquoi tu poses toutes ces questions? Je te raconterai ça une autre fois. Je dois te laisser, à plus. Attends. Je sais seulement que si vraiment un Poucas s'amuse avec un humain, ce dernier a de fortes chances de pas vivre longtemps. Donc je sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mais s'il te plaît, fais attention. T'inquiète. Allez, je te laisse. Au moment où j'ai raccroché, j'ai entendu un hurlement dans la chambre de ma fille. J'ai alors lâché le téléphone et j'ai couru voir ce qu'il se passait. Et j'ai vu ma fille qui se débattait contre un gros chien. Je me suis jeté sur le chien et j'ai essayé tant bien que mal de lui donner des coups de poing pour qu'il lâche ma fille. Ce qu'il a fait au bout de quelques secondes. Ma fille en a profité pour se cacher derrière moi. Le chien était sur ses pattes et me regardait en grognant et en faisant montrer ses dents. Au même moment, quelque chose défonçait la porte d'entrée. Ma fille a eu un cri de peur. Je lui ai chuchoté qu'à 3 on allait courir en dehors de sa chambre et fermer la porte. 1, 2, 3. Nous étions partis en courant et on avait réussi à fermer la porte juste au museau du chien. Mais quelque chose était toujours en train de défoncer la porte. J'ai serré ma fille contre moi et je lui ai dit que je ne la laisserais pas tomber. Elle s'est mise à pleurer en me disant qu'elle était désolée, mais qu'il fallait qu'elle meure pour que le démon les laisse tranquilles, que c'était la seule solution. Alors que j'allais lui répondre, la porte a fini par céder, et on a pu voir qui avait fait ça. C'était le bouc de tout à l'heure, un bouc noir, assez grand. Mais juste derrière se trouvait une sorte d'homme. On aurait dit un homme dans un costume de peluche bizarre. Je peux pas vous le décrire. Il a fait un geste avec son bras et le bouc s'est mis à hurler d'un son horriblement glauque, aigu, tellement aigu qu'on a dû se boucher les oreilles. Puis il s'est mis à nous charger. Sa gueule pleine de bave, écumante, les yeux d'un rouge sombre. Ma fille et moi avons poussé un hurlement, et sommes partis en courant nous réfugier dans la pièce la plus proche, qui était la cuisine. On a fermé la porte, s'attendant à ce que le bouc défonce la porte, mais rien. Tout était extrêmement silencieux. D'ailleurs, en y réfléchissant, je n'entendais pas le chien à l'étage non plus. J'ai été chercher la hachette dont je me servais pour couper les os de la viande. Puis j'ai été rejoindre Alice. Je lui ai pris le visage plein de larmes entre mes mains. Et je lui ai promis que je ne laisserais pas cette chose la toucher. Et elle m'a répété que ce n'était pas possible. Que la seule façon, c'est qu'elle se tue. Que c'était le pacte. Les paroles de Nolan me sont revenues en tête. C'est pas un démon, c'est une créature. Et je me suis dit que toute créature sur cette terre était mortelle. Ce n'était pas un démon. C'est ce que j'ai dit à ma fille. Et son visage s'est légèrement éclairé. Elle m'a dit je t'aime papa. C'était la seule fois depuis des années qu'elle me dit ces mots. C'était suffisant pour me donner du courage et mettre mon oreille à la porte pour écouter si le bouc était là. Aucun bruit. Et j'ai légèrement entrouvert la porte et je suis sorti. J'ai pris soin de la refermer, puis j'ai avancé doucement, cherchant les choses qui rôdaient dans la maison. Je n'ai pas dû aller bien loin. Il était là. Cette chose humanoïde, avec à sa droite le chien, et à sa gauche, le bouc. Alors que je m'apprêtais à parler, il a levé un bras, et les deux animaux ont commencé à courir. Je m'apprêtais à me mettre en position de défense, quand les choses se sont évaporées. Comme ça, à quelques centimètres de moi. Plus rien. Rien du tout. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me disais naïvement qu'ils avaient dû avoir peur. J'étais tellement content que c'était fini. J'ai appelé ma fille à haute voix pour lui dire de venir. Que les choses avaient disparu. Mais j'ai pas eu de réponse. J'ai répété encore et encore son nom, mais toujours rien. J'ai lâché la hachette que j'avais dans les mains. Et je me suis tourné vers la cuisine.
À ce moment, je comprenais pourquoi les créatures avaient disparu. Mais je voulais pas le voir. J'ai donc marché lentement vers la cuisine. J'ai ouvert la porte. Et c'est là que je l'ai vue. Ma fille. Pas Alice. Allongée sur le sol. Une barre de sang sous elle. Elle avait pris le temps d'écrire. Désolé papa. Avec son sang sur le carnage. Elle s'est suicidée pour... Elle s'est suicidée pour me laisser vivre. Ma fille est morte à cause de ce challenge. Je répète encore et encore. Ne faites pas les idiots à faire comme tout le monde. Les challenges et les défis, ça sert à rien. Depuis plusieurs années, il est devenu très facile d'obtenir ce que l'on veut. Il suffit de quelques clics et le tour est joué. Internet a tout simplifié. N'importe qui peut utiliser un ordinateur et altérer la réalité. Cette abondance d'informations, obtenue grâce à un simple clic, est arrivée à un tel point qu'il est difficile maintenant d'imaginer notre vie sans. Quand même, il y a de ça une génération, quand les mots streaming ou torrent n'avaient pas de sens en dehors des cours d'eau, les gens devaient se retrouver face à face pour s'échanger logiciels, programmes, jeux de cartes et autres cartouches. Il est vrai que la grande majorité de ces rencontres avaient pour but de s'échanger des jeux populaires, comme King Quest. Pourtant, il existait une minorité de programmeurs qui faisaient passer leur propre création lors de ces échanges, et si le jeu était suffisamment divertissant et bien programmé, celui-ci était passé de main en main jusqu'à attirer l'attention d'un potentiel éditeur. Ces jeux-là étaient rares, et considérés comme de véritables artefacts, recherchés par les collectionneurs à travers tout le pays. Pourtant, Pal Luna n'était jamais sorti de la région de San Francisco. Toutes les copies recensées restaient dans cette zone. Tous les ordinateurs ayant un jour fait tourner ce jeu se situaient dans les environs de cette ville. Cela est explicable par le petit nombre d'exemplaires mis à disposition par le programmeur. Pal Luna était un jeu d'aventure textuelle, une fiction interactive, dans la même veine que Zork ou The Looking Horror. Il avait été créé dans la même période que ces deux jeux, période durant laquelle ce genre était à la mode. Au début du programme, il n'y avait qu'un écran noir, excepté quelques lignes de texte. Vous êtes dans une salle sombre. Le clair de lune brille par la fenêtre. Il y a de l'or dans un coin, ainsi qu'une pelle et une corde. Il y a une porte qui donne vers l'est. Que souhaitez-vous faire ? C'est ainsi que commençait ce jeu, décrit dans des vieux fanzines comme énigmatique, sans aucun sens et totalement injouable. Le jeu acceptait alors les choix suivants. Prendre or, prendre pelle, prendre corde, ouvrir porte, aller vers l'est, dans cet ordre. Puis le joueur recevait les instructions suivantes. Prenez votre récompense. Pal Luna vous sourit. Vous êtes dans la forêt. 3 chemins s'offrent à vous. Nord, ouest et est. Que souhaitez-vous faire ? Ce qui a rapidement frustré le peu de joueurs ayant eu l'occasion de tester ce jeu était le comportement confus et buggé de la phrase suivante. En effet, seule une direction était la bonne. Par exemple, dans notre cas, toute tentative d'aller dans une autre direction que le nord se soldait par un freeze complet du système, obligeant les joueurs à redémarrer leur ordinateur. De plus, chaque nouvelle séquence de jeu était une répétition de l'écran précédent. La seule chose qui changeait était les directions proposées. Encore pire, les commandes classiques de ce type de jeu étaient inutiles ici. Les seules actions acceptées par le jeu, autres que celles du mouvement, étaient « utiliser or », auquel le jeu répondait par le message suivant. Vous ne pouvez pas utiliser cela ici. Ou bien « utiliser pelle », qui affichait « Vous ne pouvez pas utiliser cela maintenant. » Et aussi « utiliser corde », qui faisait surgir le texte « Vous avez déjà utilisé ceci. » La majorité de ceux qui ont joué à ce jeu continuaient pendant quelque temps, jusqu'à en avoir marre de devoir redémarrer leur ordinateur à chaque freeze et jeter la disquette du jeu à la poubelle, décrivant cette expérience comme une horrible blague mal programmée. Toutefois, il y a une chose sur le monde des ordinateurs qui ne change pas malgré l'époque. Ceux qui les utilisent ont beaucoup trop de temps libre à combler.
Un jeune homme du nom de Michael Nevins a un jour décidé de découvrir si Pal Luna avait plus à offrir que ce que la majorité des gens avaient pu apercevoir. Après 5 heures de jeu, 33 tentatives et beaucoup de câbles débranchés, il avait finalement réussi à faire afficher au jeu un texte différent. Ce nouvel écran affichait Pal Luna affiche un large sourire. Il n'y a aucun chemin. Pal Luna affiche un large sourire. La terre est souple. Pal Luna affiche un large sourire. Ici, que souhaitez-vous faire? Il aura fallu 1 heure pour que Nevins trouve la bonne combinaison d'actions pour progresser dans le jeu. Creuser trou, déposer or, reboucher trou. Cela fait, un nouveau texte était affiché. Félicitations. À ce stade, le jeu n'acceptait plus aucune commande, et il fallait redémarrer l'ordinateur une dernière fois. Après avoir longuement réfléchi, Nevins était arrivé à la conclusion que ces nombres étaient en fait une latitude et une longitude. Celle-ci conduisait à un point dans une forêt qui surplombait le parc volcanique de la Seine. Comme il avait beaucoup de temps libre, il avait décidé d'aller voir de lui-même ce qui signifiait la fin de Pal Luna. Le lendemain, armé d'une carte, d'une boussole et d'une pelle, il parcourut le sentier du parc dans la forêt, impressionné par le fait que chaque fois qu'il tournait à un carrefour, c'était exactement dans le même sens que celui du jeu. Plus d'une fois, il regretta d'avoir emmené les outils pour creuser, mais finalement, il se convainquit que vu la similarité entre sa journée et ce qu'il avait vécu dans le jeu pour le moment, il y avait sûrement un trésor enterré quelque part à la clé. À bout de souffle, après son périple en quête de l'endroit qu'indiquaient les coordonnées, il arriva finalement dans une petite clairière, dans laquelle il trouva un amas de terre retourné. Excité comme il devait l'être pour avoir peut-être trouvé un trésor, ce serait un doux euphémisme de dire qu'il fut choqué en découvrant à la place la tête d'une petite fille blonde, dans un état de décomposition avancée. Il alerta aussitôt les autorités. L'enfant fut identifié. Il s'agissait de la petite Karen Paulsen, 11 ans, portée disparue par le département de police de San Diego depuis plus ou moins 1 an et demi. Des efforts ont été faits pour retrouver la piste du programmeur de Pal Luna, mais le grand flou régnant dans le milieu des échanges de jeux conduisait à bien des impasses. Les collectionneurs offriraient jusqu'à $6 000 pour une copie authentique du jeu. Le reste du corps de Karen ne fut jamais retrouvé. J'ai toujours aimé mon père. Je sais que ça ne sort pas de l'ordinaire, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai juste eu un des meilleurs pères qu'un gars puisse avoir. Il savait vraiment être strict comme un parent se devait de l'être, tout en étant la personne à laquelle je savais que je pouvais tout dire. Peu importe où nous allions ou ce que nous faisions, mon père était toujours capable de parler aux gens et d'illuminer instantanément leur journée. Partout où nous allions, tout le monde aimait mon père, mais beaucoup moins que moi. Il pouvait résoudre n'importe quel problème, pratiquer n'importe quel sport. Et mon Dieu qu'il était intelligent. Nous allions pêcher et chasser ensemble. Il m'apprenait toutes sortes de jeux auxquels nous jouons ensemble. Il me montrait aussi sa gigantesque collection d'outils et m'apprenait à quoi servait chacun d'eux. Nous avions même une ferme et il m'enseignait comment obtenir le meilleur de chaque animal. Je savais que je voulais être comme lui, en grandissant. Dans l'ensemble, ma famille avait une histoire intéressante. Mon père me racontait que notre famille avait un grand secret. Apparemment, mon grand-père avait eu seulement un fils, tout comme son père, et lui à leur suite. Depuis des générations, notre famille n'avait eu que des fils, et uniquement un par génération. Mon père racontait toujours des histoires à propos de son père, et nous disait combien ils étaient proches. Aussi loin que la famille se souvienne, les hommes ont toujours été vraiment très proches. Et savoir que je pouvais faire partie de quelque chose de si spécial me faisait me sentir bien. De toute façon, je n'ai jamais voulu avoir de frères ou de sœurs. Mon père et moi pouvions passer plus de temps ensemble, juste nous deux. Je n'aurais pas pu demander meilleure compagnie. Ma mère et mes grands-parents paternels sont morts quand j'étais petit. J'ai beaucoup entendu parler de mon grand-père, mais tout ce qu'on m'a dit sur ma mère et ma grand-mère était qu'elles se ressemblaient beaucoup. Mon père disait qu'elle ne se préoccupait pas vraiment de nous, qu'elle ne voulait pas que nous soyons heureux, et qu'elle détestait avoir seulement des fils. Tout ce que mon père disait sur ma mère était qu'elle ne m'avait jamais aimé de la même façon que lui, qu'il était bon avec moi. Elle est morte alors que j'étais trop jeune pour pouvoir me souvenir d'elle, et j'ai vécu avec le meilleur parent qu'un enfant puisse avoir. Je dois dire que les hommes de ma famille se sont transmis un camion de traiteur en guise d'affaires familiales. Ça marche bien. Nous servons des sandwichs avec de la viande fraîchement coupée et du fromage.
de la salade de choux faite maison, et des pâtes au fromage. Nous sommes reconnus dans plusieurs villes à travers le pays. Mon père récoltait beaucoup de ces produits lui-même dans notre ferme. Nous avions des agneaux, des poulets, et plus particulièrement des cochons. Nous avions beaucoup de cochons. Aussi dangereux que c'était pour un enfant, mon père me prenait avec lui quand il préparait la viande. Il était toujours très prudent par rapport à ça, et s'assurait que je ne me blesse jamais. Je n'ai jamais souvenir que ça soit arrivé, donc je dirais qu'il faisait un assez bon travail. Il me montrait comment on devait procéder pour préparer la viande, pour ensuite la servir. C'était fascinant de voir tout ce qu'il savait, et tous les trucs cool qu'il pouvait faire. De temps en temps, il me laissait l'aider à s'occuper des animaux. Je pouvais les nourrir, les laver, quand il a pensé que j'étais prêt, et j'ai même pu les marquer pour le plaisir. Je me rappelle de ce qu'il a fait pour moi, à mon 5e anniversaire. Ça a été l'un des meilleurs de mon enfance. Tous mes amis étaient venus, et nous avions passé en revue toutes les traditions, les jeux, le gâteau, et beaucoup de cadeaux. Mon père racontait des histoires drôles, et nous a même offert son propre spectacle de magie, constitué de tours de cartes faciles. Mais pour nous les enfants, c'était vraiment magique. Cependant, ce n'est pas ça qui a rendu ce jour si spécial. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti et que je sois allé me coucher, mon père m'a réveillé et m'a dit qu'il avait encore un cadeau pour moi. Bien que j'étais encore fatigué de la fête qui s'était déroulée plus tôt, j'étais très excité d'avoir un autre cadeau de la part de la personne que je préfère. Rien que ça. Il m'a emmené dehors, à l'arrière de la maison, où se trouvaient les enclos des animaux. Il m'a conduit à l'intérieur de la porcherie, où un cochon était attaché à un billot. Son corps était fermement lié au billot, ainsi qu'au sol, de telle manière qu'il ne pouvait pas s'échapper. Il s'est tortillé et a poussé des cris aigus. Il essayait de s'enfuir sans pouvoir rien faire. Mon père m'a regardé dans la noirceur de la nuit et il m'a dit que j'étais sur le point de franchir la première étape pour devenir un homme comme lui, en tuant son meilleur cochon. Mes paupières étaient encore lourdes, il m'a vu encore flou. Ceci dû au fait que je venais de me réveiller, mais j'ai su que c'était le meilleur cadeau qu'on m'avait jamais offert. Il m'a passé une hachette, assez petite pour que je puisse le tenir moi-même, et m'a dit d'être prudent. Il m'a regardé dans les yeux, comme tout mon père, et il m'a enseigné l'importance de la sécurité. J'ai fait de mon mieux pour l'écouter, mais j'étais trop excité. J'étais sur le point de tuer mon premier cochon. Il m'a lentement accompagné dans mes mouvements avant de me diriger vers une petite zone sur le cochon que je devais viser. Le porc était encore en train de se tortiller, et il poussait des cris plus forts et plus désagréables que jamais. J'ai dit à mon père que c'était vraiment bruyant, et il m'a dit d'y mettre fin. J'étais très heureux. J'ai tenu la hachette fermement dans mes mains, et je l'ai levée, et je l'ai brutalement écrasé sur le cou du cochon. Il a poussé des cris aigus encore plus forts, qui me donnaient juste envie de le trancher encore plus pour le faire taire. À chaque fois que j'abattais la hachette, il laissait s'échapper un cri encore plus fort qu'auparavant, jusqu'à ce qu'il se taise tout d'un coup. Je me suis arrêté, et j'ai levé les yeux, remarquant à quel point mon père était fier de moi. J'ai continué à trancher la bête dégoûtante. Comme j'avais seulement 5 ans à l'époque, et que j'utilisais une hache légère, ça a pris beaucoup plus de temps que si mon père l'avait fait lui-même. Ça a pris du temps pour arriver à arrêter les cris, et il y avait beaucoup de sang. Même à ce moment-là, j'en avais partout sur moi. Mais ça m'était égal. Je crois que ça a presque pris 1 heure pour que la tête soit entièrement détachée. Ça sentait tellement mauvais que je devais me boucher le nez. Mon père a pris la hachette, l'a rangée, et m'a pris dans ses bras, sans se soucier du sang qui se répandait partout sur lui. Mon Dieu, j'aime mon père. Il m'a fait prendre un autre bain avant d'aller au lit, mais ça valait le coup. C'était un anniversaire tellement génial. Après cette nuit, nous sommes devenus plus proches que jamais. Mon père n'est jamais parvenu à utiliser le cochon que j'avais tué dans son magasin, mais les autres cochons dans l'enclos ont eu un vrai festin le jour suivant. Mon père était tellement fier de moi après ça. Je n'ai jamais vraiment eu besoin d'amis ou d'autres membres de la famille quand j'avais mon père à mes côtés. Ma mère était partie à ce moment, mais je m'en fichais. Je savais qu'elle ne m'aimait pas autant que mon père m'aimait, de toute façon. Avec lui à mes côtés, traverser les épreuves du collège et du lycée avait été du gâteau. Je lui parlais de tous mes problèmes, qu'ils soient à propos de l'école, des amis ou des filles, et il était capable de tous les résoudre avec sagesse. J'ai commencé à travailler dans le camion de traiteur de mon père après les cours, et pendant les week-ends, où je me faisais de l'argent en passant du temps avec lui. Finalement, je suis allé tout droit à l'université. Après 3 ans dans une université publique, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Darla.
Elle était belle, intelligente, douce, le gros lot. Nous sommes sortis ensemble jusqu'à ce que nous ayons obtenu notre diplôme, et nous nous sommes fiancés ce même mois. Elle a ensuite commencé à travailler dans la publicité pendant que je tenais le camion de traiteur de mon père. Je pouvais toujours voir mon père autant que je le voulais, mais avec ma fiancée dans les parages, mon temps était réduit. Je peux dire que mon père n'était pas très heureux que je sois moins disponible que je l'étais autrefois, mais il l'a accepté et était content de mon bonheur. Darla et moi avons finalement déménagé dans notre propre appartement, et nous avons pu économiser un peu d'argent pour avoir un bon mariage. Bien sûr, mon père était mon témoin. De toutes les choses qu'aurait pu me donner ma nouvelle femme, rien ne m'aurait rendu plus heureux qu'un fils. Mon père nous a aussi encouragés à sauter le pas et à passer à l'action. J'ai essayé de convaincre Darla que nous devions commencer dès à présent, et après de nombreuses disputes à ce propos, elle a accepté et est tombée enceinte le mois suivant. Je n'avais jamais vraiment éprouvé d'angoisse avant de connaître celle de savoir le sexe du bébé. Quand j'ai appris que c'était un garçon, j'ai presque sauté au plafond. J'ai pensé que notre don familial était peut-être une réalité après tout. Et puis, est venue l'attente que le bébé naisse. C'était presque aussi désagréable que lorsque j'attendais pour savoir son sexe. Je voulais être un aussi bon père que mon père l'avait été. Quand il est finalement arrivé, le monde autour de moi s'est arrêté. J'ai éclaté en sanglots à l'instant même où j'ai tenu mon fils dans mes bras pour la première fois. Il était tellement beau. Il me ressemblait beaucoup, et jamais j'aurais voulu le laisser partir. On a décidé de l'appeler John, ce qui faisait de lui le 8e John dans ma famille. J'allais le rendre aussi bon que mon père m'avait rendu. Devenir parent était une épreuve difficile, mais j'ai néanmoins aimé ça. J'ai amené mon fils chez mon père tout le temps. Nous l'avons regardé marcher à quatre pattes, faire ses premiers pas, parler et manger de la nourriture solide pour la première fois ensemble. Je pense que Darla n'appréciait pas que John et moi passions autant de temps avec mon père, mais ça me gênait pas. J'aimais chaque minute du temps que nous passions tous ensemble. Quand j'ai appris que mon père avait un cancer, mon monde s'est écroulé. Il m'a dit de m'asseoir et m'a expliqué qu'il ne serait plus là pour longtemps. J'ai pleuré. Poser d'autres questions était au-dessus de mes forces. Je ne pouvais que sangloter. Je me suis juste assis chez lui et j'ai pleuré. Il m'a serré dans ses bras comme il le faisait lorsque j'étais enfant et j'ai pleuré sur son épaule, comme je l'aurais fait étant enfant. Le reste de cette journée, j'étais totalement brisé. Le reste de cette semaine, il ne se passait pas une heure sans que j'éclate en sanglots. Je voulais ne jamais me séparer de lui. J'ai encore plus amené John chez lui pour qu'il puisse connaître le plus possible son grand-père. Mon père aimait John et était aussi gentil avec lui qu'il l'était avec moi quand j'avais son âge. Je crois que j'ai pleuré continuellement pendant toute la durée de son funérailles. Il y avait des moments où c'était plus dur que d'autres, mais j'étais constamment dans un état d'abattement. Je me souviens que je tenais John et qu'il m'étreignait en retour. C'est lui qui m'a réellement aidé à surmonter tout ça. Dès cet instant, j'ai donné à mon fils tout l'amour que j'avais en moi. Mon père m'avait laissé tout un tas de trucs, dont le camion de traiteur, sa maison pour Darla, John et moi, ainsi qu'un journal qu'il tenait lorsque nous vivions ensemble. Une nuit, j'ai commencé à lire ce qu'il avait écrit dans ce journal. Il était très clair qu'il m'aimait, puisqu'il écrivait à moi et personne d'autre. Je ne pouvais le lire que par à-coups, car je devais retenir mes larmes à certains passages. À travers ce journal, il continuait de communiquer avec moi, de me partager son point de vue sur la famille, et il restait toujours lui-même, même après être parti. Un passage était plus sérieux que tout le reste. C'était une page intitulée « Le secret du don ». Dedans, il y avait les histoires qu'il racontait à propos de notre don de famille qui nous permettait d'avoir de super relations avec seulement nos fils. Le secret était d'éliminer tout ce qui s'opposait au cadeau de la masculinité, et le don continuerait de prospérer. C'est là que je me suis rendu compte que mon père m'avait tracé la voie pour que je perpétue notre don. Il me parlait toujours du fait que ma terrible mère n'aimait pas qu'il passe autant de temps avec moi. Elle n'avait jamais apprécié les leçons qu'il m'enseignait. C'était même écrit dans le journal qu'il n'avait jamais aimé ma mère autant qu'il m'aimait. Elle n'a jamais voulu que mon père et moi soyons heureux. Elle a voulu s'opposer au don en essayant de nous tenir éloignés l'un de l'autre. Mais ça a jamais fonctionné. Je suis tellement content qu'elle soit morte. Le monde n'avait pas besoin de quelqu'un qui était autant contre l'amour. Sur l'une des pages suivantes, je pouvais sentir la colère dans l'écriture de mon père. Il y avait des courtes phrases comme « Salope, il est à moi et va crever ». Puis je suis tombé sur un dessin. Mon père n'a jamais été très bon artiste, en dépit de ses nombreux autres talents, mais je pouvais distinguer clairement ce qu'il avait voulu représenter. C'était une femme
sans doute ma mère, morte, en dessous d'un cochon. La femme et la bête étaient toutes les deux décapitées et allongées dans une mare de sang. Près d'eux, il y avait mon père et moi, dessinés comme des bonhommes en bâton, souriant. En dessous, il était soigneusement écrit « C'est bien mon fils ». Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Mon père était juste incroyable. Plutôt que de tuer ma mère lui-même, il m'avait donné la chance de le faire. Tous les souvenirs de cette nuit-là me sont revenus en mémoire. Le porc, la hachette, les cris aigus, et mon père me regardant, ne pouvant pas être plus fier. Je n'avais jamais vraiment compris ce qui m'avait rendu mon anniversaire si génial jusqu'à là, et j'aimais mon père encore plus pour cela. Peu après ça, j'avais repris mes esprits, comme on dit, et tout allait très bien. Nous avions tous déménagé dans la maison de mon père, les affaires du camion du traiteur étaient bonnes, et mon fils et moi étions aussi heureux que nous pouvions l'être. Il me regardait travailler dehors avec les animaux, et je lui apprenais tout pour préparer la viande. Son 5e anniversaire approchait, et je lui avais déjà acheté un nouveau vélo, brillant, reluisant. Il allait l'adorer, et j'allais aimer lui apprendre à en faire. Quand le jour est arrivé, je me suis assuré que sa fête serait aussi incroyable que l'avait été la mienne. Il y avait des ballons, des jeux amusants pour les enfants, et un délicieux gâteau. Je lui ai donné son vélo, et son visage s'est illuminé. J'aimais le voir aussi heureux. Je lui ai dit que le lendemain, je lui apprendrais à en faire. Il était tellement excité. C'est peut-être ça qui l'a autant épuisé. Après que tout le monde soit parti, j'ai porté mon fils dans sa chambre, pendant que Darla nettoyait. J'ai pris ma 4e boisson de la soirée. Quand j'ai eu fini de boire, j'ai rincé mon verre et je me suis lavé les mains. Je suis allé dehors pour chercher quelques provisions, et je les ai rapportées à l'intérieur. Darla était dans le salon, en train de ramasser les papiers cadeaux quand j'ai pris le tisonnier de la cheminée et l'ai frappé derrière la tête. Elle est tombée d'un coup, mais était encore consciente. La douleur et le choc se sont reflétés sur son visage. Avant qu'elle ait pu se ressaisir pour pouvoir crier, je l'ai étranglée et j'ai fourré un torchon dans sa bouche. J'ai mis de l'adhésif sur sa bouche que j'ai enroulé plusieurs fois autour de sa tête pour bien maintenir le bâillon en place. C'était une femme plutôt fluette. Ses coups n'étaient pas assez forts pour m'inquiéter. Cependant, j'étais inquiet que toute cette agitation réveille John. Par chance, il tenait de moi et était un très gros dormeur. Après avoir fini de scotcher ses bras le long de son corps, ainsi que ses jambes et ses chevilles ensemble, je l'ai emmené dans le clos au cochon. Je l'ai laissé tomber sur le sol et j'ai couru jusqu'à mon atelier pour prendre toutes les autres choses dont j'avais besoin. Je me suis dit, c'est exactement ce dont John a besoin pour son futur, et ce dont j'ai besoin pour être un bon père. Personne ne peut comprendre l'amour que nous partageons, et surtout pas elle. Elle ne l'aime pas autant que moi, je le sais. Ma mère, Darla, toutes les deux sont pareilles. Elle aurait juste bloqué notre relation, et terni tout ce que ma famille a défendu. Quand je suis revenu, plusieurs porcs la reniflaient, et je pouvais voir qu'elle était allongée, dans les excréments. J'ai adoré ça. Je l'ai ramassée et l'ai traînée jusqu'au bio. Je l'ai attachée de telle sorte à ce que son cou arrive au sommet. Elle faisait encore beaucoup de bruit à ce moment-là, et sanglotait énormément. Elle a essayé de se défaire de ses nouvelles attaches, mais c'était compté sans tout le savoir que je tenais de mon père en matière de nœuds. Je suis parti et ai ramené mon meilleur porc devant elle. J'ai pris un couteau, et je l'ai poignardé en dessous du menton et dans la tête, de telle sorte qu'il ne fasse pas trop de bruit quand il mourrait. Ensuite, j'ai vidé le cochon, enlevant la plupart de ses organes, et j'ai déposé le contenu un peu plus loin. J'ai bien étendu la carcasse et en ai couvert Darla, qui ne devait pas apprécier l'odeur, mais je ne pouvais pas tellement lui en vouloir. J'ai attaché la carcasse à Darla. L'incision s'adaptait parfaitement à sa tête. Je ne crois pas qu'elle ait pu voir grand-chose après ça. Quand j'ai eu fini de tout mettre en place, j'ai été très fier de moi. Mon chef-d'œuvre ressemblait vraiment à un cochon, attaché, en train de se débattre. Et ses cris étouffés par son bâillon étaient similaires au couinement d'un porc. Mon père était un génie. Je suis rapidement monté dans la chambre de mon fils. Il dormait encore, mais je l'ai réveillé, lui disant que j'avais encore un autre cadeau pour lui. Il s'est frotté les yeux et a sauté de son lit. Quand je lui ai montré ce que j'avais fait, son sourire était plus grand que je ne l'avais jamais vu auparavant. Je lui ai donné une hachette, la même que j'avais utilisée, et lui ai dit de faire très attention parce que c'était un outil dangereux, et que je ne voulais pas qu'il blesse qui que ce soit. Après lui avoir appris les mouvements et les protocoles de sécurité, j'ai mis ma main sur son épaule, et lui ai dit que c'était ses premiers pas pour devenir un homme. Il m'a souri, et m'a dit qu'il m'aimait. Une larme a coulé sur ma joue, tandis que je lui répondais que je l'aimais aussi. Il m'a dit qu'il n'aimait pas les cris du porc, et que je lui ai expliqué qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'y mettre fin. Je lui ai montré où frapper.
et je l'ai laissé faire. Après plusieurs coups, il a vraiment compris le truc. Tandis que le temps passait et qu'il répétait ses coups, tout ce que je pouvais faire était le regarder comme tout père l'aurait fait, et me dire « C'est bien mon fils ».